Quand on parle d'IA, le I désigne l'intelligence, mais au sens anglais du terme. C'est la gestion des données, le traitement de l'information. Le sens français du mot, c'est aussi la capacité à discerner le vrai du faux, à argumenter. Et ça, l'IA le fait pas aussi bien que l'intelligence humaine. Pour l'instant, l'IA n'est pas très bonne pour manipuler les concepts. Elle fait des progrès un peu en maths. Pour l'instant, elle a le niveau d'un très bon élève de lycée. C'est déjà plus que la moyenne. Non, mais c'est bien plus que la moyenne. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport, voilà, c'est pas Einstein, quoi. Il y a des découvertes qui augmentent l'ignorance. Étienne Klein, merci d'avoir accepté notre invitation dans Planétarium. Vous êtes une figure de la vulgarisation des sciences, directeur de recherche au CEA, enseignant, philosophe. Vous êtes également producteur et présentateur de l'émission La Conversation scientifique sur France Culture. Plus de 500 émissions. Déjà plus de 500. Tristan, on a encore du boulot. Hein. Ouais. Et vous êtes également un auteur prolifique. Fin 2025, vous publiez Éloge du dépassement avec Thomas Pesquet. J'invite les spectateurs à regarder notre entretien avec Thomas Pesquet et vous. C'était un précédent épisode de Planétarium disponible en VOD. Et puis un peu plus tôt, cette même année, en avril 2025, vous avez également publié Transport physique chez Gallimard, dans lequel vous tentez de concilier la physique et le physique. Est-ce que vous êtes parvenu, Étienne Klein, à concilier le corps et l'esprit ? En tout cas, j'ai tenté d'examiner la complexité de leurs relations mutuelles. Voilà. En fait, parfois dans la vie, il se passe des courts-circuits dans la tête. Il y a deux choses censées être complètement indépendantes qui, lorsqu'on les rapproche, fabriquent une sorte d'étincelle. Et finalement, la physique moderne, avec Galilée et d'autres, a été fabriquée par des gens qui ont trouvé des stratagèmes intellectuels pour sortir du monde, faire des expériences de pensée, s'armer de nouveaux concepts, et grâce à eux, venir réinterroger le monde d'une façon qui soit plus pertinente. Puisque finalement, le fait que les lois physiques, et même celles de la physique classique qu'on apprend au lycée, si on les prend vraiment au sérieux, elles sont quand même bizarres, elles sont contre-intuitives. Elles sont contradictoires en apparence avec les phénomènes que pourtant elles décrivent, ou elles expliquent. Mais je ne parle même pas de physique quantique ou de relativité, où là on a accès à des espèces de logiques qui sont complètement contre-intuitives. Et il me semble que la magie de la physique, c'est justement de nous obliger à comprendre ce qui nous est familier dans notre monde à partir de concepts qui ne sont pas familiers. Et donc il y a ce double mouvement que je trouve passionnant et qui devrait, en tout cas, qui devrait provoquer une excitation intellectuelle à chaque fois qu'on entend parler de physique. Tristan Weil, vous êtes journaliste au Figaro, chef de service de sciences. En matière d'excitation intellectuelle, Tristan Weil, moi je me rappelle très bien, puisque ça fait plus d'une décennie que nous travaillons ensemble, le jour de l'annonce de la découverte, la confirmation du boson de Higgs. Vous étiez déjà journaliste dans la rédaction, et vous étiez rentré dans la salle de rédaction en expliquant à tout le monde, aux journalistes, à la rédaction en chef, mais si c'est très très important, regardez, à expliquer pourquoi ça l'était à plein de journalistes qui ne savaient même pas de quoi on parlait, et vous aviez raison, ça a fait la une. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que ça représente, cette confirmation de l'existence du boson de Higgs ? Ça nous servira de point de départ à cette réflexion. C'était important parce que c'était un peu la pièce manquante du puzzle pour lequel on avait construit le LHC d'une certaine façon. Donc on avait investi des milliards pour essayer de trouver cette particule qui en fait permettait d'expliquer de gros problèmes qu'il y avait dans le modèle standard de la physique des particules, et notamment la masse des bosons intermédiaires. Le photon, comme vous le savez, n'a pas de masse. Il y a d'autres particules vecteurs de force qui, elles, ont une masse. Or, dans le modèle standard, on ne se l'expliquait pas. Donc il fallait trouver une solution. C'était le plus gros problème, il y en a d'autres. Et il y avait une théorie extrêmement élégante, qui est cette théorie faite de Englert, Booth, Higgs, qui est une théorie collective extrêmement élégante, qui supputait l'existence d'une particule, un boson, le boson scalaire, qui, par des mécanismes un peu complexes, mais donnaient leur masse à certaines particules et pas à d'autres, et qui, quelque part, résolvaient tous les problèmes. Et la théorie était si élégante, et c'est pas toujours le cas en physique des particules, mais si élégante que, quelque part, personne ne doutait vraiment de l'existence de ce boson. Mais on l'avait pas découvert, on a mis beaucoup de moyens, et on commençait, peut-être pas à douter, mais en tout cas, ça commençait à être... ça faisait 30 ans qu'on le cherchait activement, et là, enfin, on le découvrait, il montait le bout de son nez. Et du coup, c'était un événement extraordinaire, une validation de beaucoup de choses. On pourrait rapprocher l'observation des premières ondes gravitationnelles. C'est un peu dans le même genre, c'est-à-dire des choses qui trouvent des racines assez profondes dans l'histoire des sciences, quasiment au début du siècle dernier finalement, parce que c'est des problèmes assez anciens.
et qui trouve des expériences que la technologie actuelle a permises, qui étaient impossibles à l'époque, qui ont permis de valider les choses. Donc ça raconte quelque chose de l'histoire des sciences et d'une forme d'arriver quelque part, et des années d'efforts. C'était pas très dur pour moi, en tout cas, qui m'intéresse aux sciences depuis que je suis petit, de savoir que c'était vraiment très important. Et je savais aussi à quel point c'était compliqué, dans une rédaction généraliste, de faire passer l'idée que c'était aussi important. On n'avait plus vraiment de journalistes qui traitaient de physique à cette époque-là, par moi. Donc c'était un beau souvenir. Étienne Klein, c'est ça, le genre d'excitation intellectuelle qu'on recherche quand on fait de la physique? Oui, je m'en souviens très bien. C'est le 4 juillet 2012 que l'annonce a été faite. Il y a eu 2 exposés dans le grand amphithéâtre du CERN, avec en présent d'ailleurs dans le public de Peter Higgs, l'un de ceux qui avaient conçu cette particule, en même temps que François Englert, qui l'avait conçu d'une autre façon, à peu près en même temps. Ils s'étaient jamais rencontrés. Ils étaient octogénaires, puisque la prédiction qu'ils ont faite datait de 1964, et on est en 2012. Le discours, le langage, le vocabulaire des expérimentateurs qui racontaient leurs résultats est tellement différent du discours des théoriciens qui ne comprenaient pas les exposés. Par contre, à la fin, ils ont compris que la particule qu'ils avaient prédite venait d'être détectée. Et là, il y a eu un moment, pour eux en tout cas, de forme de sidération. Ils ont eu une accolade tous les deux, ils ne s'étaient jamais rencontrés. Et en effet, ça venait valider quelque chose qui était attendu depuis très longtemps, et qui remettait complètement en cause la façon de comprendre la masse des particules. La masse d'une particule, d'habitude, on croit que c'est une propriété intrinsèque des particules. Qui dit matière dit masse. Qui dit masse dit matière. Donc masse et matière, c'est 2 choses qui sont vraiment toujours associées l'une à l'autre. Et là, il venait montrer que la masse d'une particule n'est pas une propriété qu'elle possède de par elle-même, mais le résultat d'une interaction qu'elle a avec le vide, qui n'est pas vide. Voilà. Et le champ associé à cette particule, le champ de Higgs, comme on l'appelle, il est partout présent et les particules interagissent plus ou moins fortement avec lui. Et c'est cette interaction qui détermine leur masse apparente. Donc c'est une sorte de révolution conceptuelle qui montre, encore une fois, mais là de façon vraiment spectaculaire, que les concepts familiers sont pas les bons pour comprendre le monde physique. Étienne Klein, qu'est-ce qui, depuis le boson de Higgs, a suscité, encore une fois, cette excitation intellectuelle dont vous parlez? Vous l'avez dit vous-même, les ondes gravitationnelles, prédites par Einstein en 1916, et détectées pour la première fois, donc un siècle plus tard. C'est des ondes qui ont été fabriquées par une fusion de 2 trous noirs il y a plus d'1 milliard d'années. Ça libère une énergie qu'on n'imagine pas. C'est 2 masses solaires qui se transforment en énergie par E égale MC2. Hiroshima, c'est une masse. Enfin, 1 gramme, pardon. La bombe d'Hiroshima, entre l'état initial et la bombe après explosion, c'est 1 gramme de différence. Et ça donne Hiroshima. Là, 2 masses solaires. Ça fait vibrer l'espace-temps. L'onde s'amortit à mesure qu'elle se propage. Et quand elle traverse la Terre, c'était en septembre 2015, elle fait varier la distance entre 2 points de façon qu'on a pu mesurer. Et les 2 points donc s'écartent et se rapprochent ensuite au passage de l'onde. Non pas parce qu'ils se déplacent dans l'espace. Quand on voit 2 points bouger, on dit qu'ils se déplacent dans l'espace. Non, non, ils sont immobiles dans l'espace. Et leur distance augmente parce que l'espace entre eux, les points, se dilate. Ça, c'est quand même absolument génial. Et une onde gravitationnelle, ça c'est pas déformé parce qu'elle traverse, contrairement à la lumière. Donc, la forme qu'elle a traduit directement la structure de la source qu'il émet. Donc, c'est une nouvelle façon de faire de l'astrophysique. Et ça montre aussi que les théories physiques permettent de faire des prédictions qui induisent des recherches qui augmentent le champ des données. On découvre de nouvelles entités physiques grâce aux théories. Le boson de Higgs, les ondes gravitationnelles, les trous noirs sont des choses qui étaient à l'origine solutions d'équations. En l'occurrence, c'est de l'Einstein. Et le miracle, c'est que 1 siècle plus tard, ou 50 ans plus tard, on peut les détecter si on y met les moyens. Tristan V, vous, il y a une découverte qui vous a enthousiasmé comme ça Je dirais qu'on est au bord d'une découverte qui pourrait m'enthousiasmer de la même manière, parce que j'étais trop jeune pour découvrir non pas l'expansion de l'univers, mais l'accélération de l'expansion de l'univers. C'est quelque chose avec lequel j'ai grandi, moi, on va dire... C'est normal, l'accélération, ça fait grandir. Voilà, exactement. Et du coup, j'ai grandi avec ça, donc ça n'a pas été une surprise quand on a découvert ça grâce à l'étude des supernovas. Mais on est à l'aube de se demander s'il n'y a pas une variation dans cette accélération de l'univers, et du coup,
ça remet beaucoup de choses en question, et notamment la question de l'énergie noire. C'est quoi l'énergie noire? Qu'est-ce que ça représente? C'est quoi ce gros... On dit énergie noire, mais c'est quoi ce gros point d'interrogation en fait qu'il y a dans la physique actuellement? Et donc moi, c'est toutes ces questions cosmologiques qui m'intéressent aujourd'hui parce qu'on voit bien qu'il y a un voile et qu'il y a quelque chose derrière ce voile qui attend qu'à être déchiré. Et pour l'instant, on n'y arrive pas. Il y a pas mal de... Toutes les choses comme ça qui font un peu craquer le modèle qui, moi, m'intéressent. Et donc aujourd'hui, ça va être les recherches sur le neutrino, les recherches sur le moment magnétique du muon, le problème de l'accélération d'énergie, de l'expansion de l'univers. Évidemment, on peut espérer qu'avec les nouveaux accélérateurs, on pourra lever le voile sur l'existence ou non de la supersymétrie et qu'est-ce qui se cache un peu derrière le modèle de la physique des particules. Et j'ai un peu hâte de voir qu'est-ce qu'on va voir derrière ce coin de voile. Et je pense qu'on n'est pas loin de commencer à déchirer ce voile. Mais jusqu'à présent, moi, j'ai vécu quand même toute ma vie scolaire et de jeune journaliste scientifique sur plus ou moins des certitudes et des confirmations expérimentales. J'ai pas vraiment eu je réfléchis, mais de grandes révolutions conceptuelles depuis 30 ans. Enfin, en tout cas, j'en vois pas qui me soient... Voilà, les choses les plus révolutionnaires que j'ai vues sont des choses qui sont plutôt d'ordre technologique et qui m'impressionnent, qui sont très intéressantes. Et la dernière d'entre elles, c'est l'IA. Et clairement, l'IA générative, ça fait longtemps qu'on connaissait le deep learning, qu'on voyait tout ce que ça apportait, ce machine learning, pour aller voir des choses sous-jacentes à la réalité qu'on n'arrivait pas à mettre en équation. Et c'était un peu fascinant, et c'est toujours fascinant de voir qu'un programme informatique arrive à déceler des choses cachées sous la réalité des choses sans qu'on comprenne exactement bien comment elle fait. Il y avait un côté quand même mystérieux, et quand je parlais aux chercheurs qui travaillaient sur l'IA générative, ils disaient qu'eux-mêmes étaient bluffés par ce qu'arrivait à faire l'IA générative, et qui ne comprenaient pas bien comment c'était possible qu'en essayant juste de deviner le mot d'après, on arrive à produire des raisonnements, des textes, à passer l'examen du barreau. Ça paraissait quand même assez fantastique. On va en parler de l'IA générative, puisque vous en parlez également dans votre livre, Étienne Klein. Juste avant, si on se tourne, comme l'a fait Tristan Weil, vers le futur, vous, si vous pouviez lever le voile sur un mystère de l'univers comme ça qui vous semble important. Il y a l'énergie noire dont vous avez parlé, évidemment. Ouais. Donc moi, j'attends, avant de faire des hypothèses, j'attends les résultats d'Euclide, le télescope spatial. Bientôt, on aura des contraintes assez fortes. C'est un télescope spatial qui est installé à 1 500 000 km d'ici, à ce qu'on appelle un point de Lagrange, et qui fait une sorte de cartographie des galaxies, y compris les plus lointaines. Et ça va nous aider à mettre des contraintes sur ce que peut être ou pas être la constante cosmologique et puis l'énergie noire. Bon. Mais en fait, ce que vous dites, c'est la preuve qu'on n'a pas le même âge. Oui. Parce que, en fait, il y a des découvertes, c'est ça qui est paradoxal, il y a des découvertes qui augmentent l'ignorance. Par exemple, quand moi j'étais étudiant, on nous expliquait que le contenu de l'univers, le contenu matériel et énergétique de l'univers était identifié. C'était les protons, les neutrons, la matière baryonique, comme on l'appelait. Et puis, un peu plus tard, on nous parle de matière noire, puis d'énergie noire. Et finalement, la matière telle qu'on la connaît, constituée des particules élémentaires telles qu'on les connaît, c'est quelques pourcents du contenu total de l'univers. Donc en apprenant des choses, on s'est rendu compte qu'on en savait moins que ce qu'on croyait savoir. C'est ça que je veux dire. Et l'énergie noire, moi, ça m'excite évidemment comme tout le monde, mais je crois un peu moins que la matière noire. La matière noire, c'est quand même une matière qui, si les équations d'Einstein sont justes pour la gravitation, existe. Elle agit gravitationnellement, mais elle n'est pas couplée à l'électromagnétisme, donc elle n'émet pas de lumière. Il y a plein de candidats possibles théoriques. On cherche, il y a toutes sortes d'expériences qui visent à identifier ces constituants. Pour l'instant, rien. Et ça, c'est frustrant parce qu'on en vient à se demander si c'est pas les équations qu'il faudrait changer, autrement dit la loi. Parce qu'en fait, quand il y a une contradiction entre ce que disent les théories et ce qu'on observe ou ce qu'on mesure, il y a deux solutions. Soit on dit, dans l'univers, il y a des choses qu'on n'a jamais vues, qui, si elles existent, rétablissent l'accord, ce qu'on appelle la solution ontologique. Ou bien, deuxième solution, on change les lois pour ne plus que le désaccord existe. On change les lois de telle façon à faire disparaître le désaccord. Et s'agissant de la matière noire, on ne sait pas laquelle des deux pistes est la bonne. Et ça, vous pensez que c'est accessible à l'échelle d'une vie humaine ou... Ça dépend de la longueur de la vie humaine, ça dépend de qui on parle. Moi, ouais, je pense. Enfin, en tout cas, si on continue l'effort de recherche,
Je pense que sur la matière noire, on aura des indications fiables avant que je meure, à condition que je meure le plus tard possible. Est-ce que la physique est aujourd'hui utile pour affronter les défis technologiques du monde moderne, tels que l'IA, par exemple? L'IA, alors l'IA peut rendre des services à la physique, dans le traitement des données, etc. Maintenant, l'IA, elle mime l'intelligence. Enfin, l'IA, quand on parle d'IA, le I désigne l'intelligence, mais au sens anglais du terme. Donc c'est la gestion des données, le traitement de l'information. C'est ce qu'on appelait autrefois la cybernétique. Alors que l'intelligence à la française, l'intelligence, le sens français du mot, c'est aussi la capacité à discerner le vrai du faux, à argumenter, à montrer ce par quoi on est intelligent en fait. Et ça, l'IA le fait pas aussi bien que l'intelligence humaine, même si elle le mime de plus en plus. Non, il y a un problème avec l'IA quand même, dont on parle pas trop, c'est l'énergie. Ça coûte une énergie énorme. Et la question, est-ce qu'on va pouvoir utiliser l'IA d'une façon durable, sans que ça nous oblige à construire des réacteurs nucléaires à une cadence d'essuie-glace, quoi. Il y a ce problème-là. Mais, vous savez, en 2024, le prix Nobel de physique a été donné, non pas à des physiciens, mais à 2 concepteurs, 2 pionniers de l'IA. L'un qui avait inventé ce qu'on appelle les réseaux de neurones artificiels, et l'autre qui avait inventé les techniques d'apprentissage profond. Ça a été mal vécu par la les communauté, physiciens. ouais. Parce que ça voulait dire soit que l'IA va faire de la physique mieux que les physiciens, soit qu'il n'y a pas de physicien qui mérite le prix Nobel. Bon. Moi, je fais simplement une remarque, ce qui n'est pas une conclusion, mais ni une réponse. C'est quand vous regardez comment est née la physique moderne, avec Galilée, plus tard Newton et puis Einstein, ces gens, ils ont trouvé les bonnes lois, mais ils n'avaient pas de données, très peu de données. Quand Galilée dit à un corps qu'il est soumis à aucune force, il n'a jamais vu lui-même un mouvement inertiel. Quand il dit tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide, il ne l'a jamais vu, parce qu'on ne sait pas faire le vide à l'époque. Et les données qu'il avait contredisaient les lois qu'il énonce. Quand Einstein écrit les équations d'Einstein en 1915 pour la gravitation, qu'est-ce qu'on sait sur l'univers en 1915 ? On ne sait pas que l'univers est en expansion, on sait encore moins que l'expansion s'accélère, on ne sait pas qu'il y a d'autres galaxies que la nôtre, on ne sait pas d'où vient que les étoiles brillent, on n'a pas identifié les forces nucléaires. En fait, par rapport à aujourd'hui, on ne sait rien. Et il trouve les bonnes équations par des expériences de pensée. Ce que l'IA ne sait pas faire pour l'instant. Je ne préjuge pas du futur. Mais pour moi, c'est une aide, mais je ne pense pas qu'elle remplace l'intelligence humaine quand il s'agit de créer des concepts. Et alors, est-ce que la physique peut être, en revanche, elle, une aide pour l'IA dans cette logique de recherche d'énergie ? Je pense à la fusion nucléaire. Je lisais dans la bonne presse que M. Yann Lequin a quitté Meta pour créer sa propre start-up parce qu'il veut que l'IA serve à la physique, à la connaissance des lois physiques et des lois de l'univers. Donc ça veut dire qu'il y a sans doute, lui il est plus compétent que moi, il a des idées là-dessus qui pourraient être fécondes, j'en sais rien. Mais... Pour l'instant, l'IA, elle est pas très bonne sur pour manipuler les concepts. Elle fait des progrès un peu en maths. Pour l'instant, elle a le niveau d'un très bon élève de lycée, un niveau d'olympiade mathématique à peu près en termes de raisonnement en géométrie, en algèbre. C'est déjà plus que la moyenne. Non, mais c'est bien plus que la moyenne. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport, c'est pas Einstein, quoi. Et il manque cette notion de créativité. Et quand on parle à des mathématiciens, on voit bien que on a l'impression que les maths, c'est des équations, des chiffres, des formules compliquées. Ça, c'est la formalisation des mathématiques. Et les mathématiques, en fait, c'est la manipulation de concepts abstraits qu'on se fait dans la tête. C'est de l'imagination, les mathématiques. Et les mathématiciens, leur manière de parler de maths, c'est de se parler entre eux avec des images. Les caractères, etc., c'est pour vérifier ensuite leur intuition, pour solidifier leur intuition. Et à la base, les maths, c'est de l'intuition et des concepts. Et ça, je ne pense pas que l'IA arrivera facilement à remplacer. Et en physique théorique la plus pointue, parce que ce qu'elle pouvait faire Einstein, ou quand il a fallu poser les bases de la mécanique quantique, je pense que ça donne une dose d'imagination que l'IA n'aura pas par construction. Par construction, l'IA, elle ne cherche pas à défricher le nouveau, elle cherche à répéter. Ce qu'elle a montré sur le langage, c'est que nous-mêmes avons une haute opinion du langage, alors que finalement, on est quand même des machines à répéter. Dans notre apprentissage, depuis qu'on est petit, on ne fait que répéter, mimer, etc. Et finalement, ce que l'IA a mis en lumière, c'est qu'en imitant, elle arrivait à
à donner recréer le la change, et ouais. parole humaine et à donner le change. Ce qui, voilà, Mais sur cette partie de créativité, je pense que voilà, l'être humain a encore beaucoup d'avance pour des raisons profondes de structure de notre cerveau qu'on a du mal à comprendre, mais quand on parle des gens qui sont spécialisés dans la structure du cerveau, ou voilà, je sais pas, on voit certaines personnes qui manipulent les nombres premiers, par exemple, qui ont certains problèmes autistiques et qui vont arriver à manipuler des nombres premiers extrêmement larges de manière complètement intuitive. On sent qu'il y a quelque chose dans la structure du cerveau qui explique pourquoi qui est vraiment conceptuel à notre cerveau, qui permet de manipuler des concepts et de l'intuition comme ça. Étienne Klein, vous pensez qu'il est un jour possible de faire de la recherche en physique ou même de la recherche au sens plus large sans être humain? Moi, j'y crois pas. Mais... Tristan vient de nous dire qu'il y croit pas. En fait, je vais répondre honnêtement. J'en sais rien, mais j'espère ne pas voir ça. Voilà. Parce que j'adore, moi, écouter des physiciens qui discutent entre eux. C'est ce que vous dites un peu. Un tableau, ils écrivent des trucs, ça fait germer une idée dans la tête de l'autre. Enfin, c'est un spectacle magnifique. Une sorte d'interaction intellectuelle comme ça, assez mystérieuse en effet. On ne sait pas trop ce qui se passe dans le cerveau. Qu'est-ce que c'est qu'une idée d'ailleurs? Comment ça germe dans un cerveau une idée? Et c'est quoi une idée par rapport à toute l'activité neuronale qui agite nos boîtes crâniennes là? Qu'est-ce qui fait qu'une idée surgit du chaos de l'activité neuronale? Bon, ça on ne le sait pas trop. Et moi j'aime beaucoup cette phrase de Bachelard. Hein. Bachelard c'est mon maître dans plein de domaines. Il disait, il faut que l'imagination prenne trop pour que la pensée ait assez. Autrement dit, la pensée, elle se nourrit pas simplement de données. Elle se nourrit pas simplement du spectacle du monde. Elle est capable, à partir de ce qu'elle voit, d'inventer, parfois de façon délirante, hein, des notions qui vont l'aider à alimenter sa propre pensée. Et donc, là, il y a quelque chose qui me semble échapper à l'IA, mais comme l'IA, vous l'avez dit, hein, elle ménage aussi des surprises. Elle fait des choses qu'on ne comprend pas qu'elle puisse faire. Je ne veux pas me montrer trop affirmatif. Peut-être que ça viendra des IA. Il y a une des théories, dans les théories de la conscience, il y a quand même l'idée probablement que c'est le fait d'interagir avec le monde et d'avoir différents canaux de perception qui sont connectés à un organe central, le cerveau, qui crée la complexité de notre rapport au monde et ce qu'on appelle la conscience, qu'on a du mal à définir. Donc peut-être que c'est en mettant ces IA sur des robots quoi, qui se meuvent qu'on arrivera à dépasser, recréer une forme de conscience et là peut-être arriver à des choses produites par l'être humain qui penseront et qui pourront faire preuve. Je ne sais pas si c'est souhaitable, si c'est pas souhaitable, s'il faut en être effrayé ou non. Je suis complètement agnostique sur la question. J'ai pas de... Mais ce qui, moi, je trouve impressionnant, c'est que ChatGPT, pour prendre cet exemple, ne comprend rien à ce qu'il raconte. Non, rien. ChatGPT, c'est même pas ce que c'est qu'un mot. Il débite des phrases qui, pour lui, sont asémantiques. Il n'y a aucun sens. C'est nous qui reconnaissons du sens dans ce qu'il produit. Et qu'une machine asémantique puisse produire ce qui, pour nous, a du sens, c'est déjà assez mystérieux. Mais il ne faut pas non plus projeter, c'est-à-dire faire comme si elle pensait ce qu'elle raconte. Il y a une chose qui est racontée par Camille Flammarion. Il assistait à une séance de l'Académie des sciences quand l'assistant d'Edison est venu montrer le premier phonographe qui faisait entendre une voix humaine émise par une machine. Il y avait un morceau de cire avec... Bon. Il raconte qu'il y a un vieil académicien qui s'est levé, qui a descendu les travées, qui a voulu étrangler l'assistant d'Edison qui faisait la démonstration en criant « Nous ne serons pas dupes d'un ventriloque ». Il ne pouvait pas croire qu'une machine allait produire une voix humaine. Et il me semble que quand ChatGPT a mis en service, il y a des gens qui pensaient qu'il y avait des types qui tapaient à toute vitesse en réponse aux questions qui lui étaient posées, jusqu'à ce qu'on comprenne que l'écriture était tellement rapide que ça ne pouvait pas être le cas. Mais on a tendance à projeter l'idée qu'il y a un auteur derrière ce que nous recevons des machines, alors qu'il n'y en a pas. Et alors, est-ce que l'addition des capacités créatives, imaginatives des êtres humains et les performances fantastiques de l'IA pourraient nous permettre d'accélérer certaines découvertes? Sans doute, ou l'inverse. L'inverse, comment c'est? L'inverse, moi j'ai lu une conférence incroyable de Bernanos, Georges Bernanos, sur les robots, qu'il a donnée dans les années 40. Et je pense que dans les années 40, la question des robots, c'était pas une question centrale. Et dans cette conférence, il dit une phrase que je trouve extraordinaire, il dit « Le problème
ne vient pas de la multiplication des machines, mais du fait que de plus en plus d'humains sont formés depuis l'enfance à ne rien attendre d'autre que ce que peuvent donner les machines. Est-ce que les machines vont doper notre paresse intellectuelle, ou bien est-ce qu'au contraire, elles vont exciter notre activité intellectuelle? Moi, je ne sais pas. La question n'est pas tranchée. Autrement dit, est-ce que la concurrence qu'elle nous donne en termes techniques va provoquer un essor de notre esprit en faisant que nous allons penser d'une façon humaine encore plus efficace qu'avant? Ou est-ce qu'on va finalement déléguer aux machines une partie de notre activité intellectuelle? Je ne sais pas. On voit bien que déjà aujourd'hui, ça clive un peu les populations. Est-ce que c'est pas juste une question de choix et que certains vont mieux, entre guillemets, s'en sortir que d'autres? Non, mais par exemple, vous corrigez des copies d'étudiants, vous? Je l'ai fait il y a très longtemps dans le journalisme. Des copies écrites à la main. Alors les étudiants d'aujourd'hui, c'est quand même des jeunes gens, des jeunes filles, dont l'orthographe est corrigée depuis qu'ils savent écrire. Quand ils écrivent sur un écran, un téléphone, ce qu'ils écrivent est corrigé. Donc moi, je m'étais dit quand c'est apparu que bientôt, on corrigerait des copies sans faute d'orthographe. Je vois bien que c'est pas le cas. Donc, ça veut dire que le fait d'être corrigé ne suffit pas pour apprendre. Au contraire, je pense qu'ils délèguent les règles de l'orthographe et de la grammaire, de la syntaxe à des machines. Ils n'ont plus besoin de les apprendre. On peut voir deux choses, mais il y a le même problème avec... déjà avec Internet, la question se posait déjà et elle n'est pas non plus résolue. C'est de savoir à quel point cette délégation justement d'une partie de notre mémoire à la machine est bénéfique ou non. En d'autres termes, est-ce que savoir faire une recherche Google, ça occupe une place dans votre cerveau et ça dispense d'un certain nombre de savoirs. Vous savez que vous avez l'information à portée de doigt. Par exemple, vous retenez moins bien l'itinéraire dans Paris, par exemple. Vous savez que vous savez utiliser votre téléphone. Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? On ne sait pas très bien. Ça dépend, parce qu'en fait, lire des livres et savoir faire des relations entre les livres qu'on a lus, Google ne le fait pas à notre place. Est-ce que je peux vous lire une citation incroyable de Hegel? Bien sûr. Moi, je ne suis pas un grand lecteur de Hegel parce qu'il m'effraie. Enfin, une espèce de... Ouais. Déjà, sa tête. Ouais. Mais j'ai trouvé... On a hâte, du coup, là. On ménage le suspense. Et voilà, c'est le problème d'externaliser sa mémoire. Non, mais c'est incroyable qu'il ait écrit ça avant toutes les technologies dont on parle. Il dit « Si l'apprentissage se bornait à une simple réception, le résultat n'en serait guère meilleur que si nous écrivions des phrases sur l'eau. Car ce n'est pas la réception, mais l'auto-activité par laquelle on se saisit de quelque chose qui fait que nous en avons la propriété. » Autrement dit, il faut réfléchir sur les savoirs plutôt que simplement les lire pour qu'ils imprègnent notre pensée. Merci Étienne Klein pour cet échange. Merci Tristan V, également chef de service sciences au Figaro. Étienne Klein, je rappelle la sortie de vos 2 livres cette année, Éloge du dépassement, Transport physique. À la semaine prochaine pour un prochain Planétarium.